Bonjour, ici Shaina et Jeanne. Dans le cadre de notre projet de fin de programme en sciences humaines, il nous a été demandé de relier des concepts clés de plusieurs disciplines pour créer un projet de fin d'études. On a d'abord trouvé des sujets individuellement et ensuite on les a combinés dans le but de créer une question pour l'équipe. La question était la suivante. Comment l'accessibilité des ressources socio-économiques affecte les minorités visibles dans la province de Québec? Avant de commencer, il est important de comprendre qui l'on désigne par le terme minorité visible. Par minorité visible, on regroupe notamment les personnes autres que les autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Nous allons commencer par analyser les ressources mises en place par le gouvernement lors d'une demande d'immigration. Ensuite, nous verrons comment le système de santé affecte les minorités visibles, dont les autochtones vivant à une grande distance des cliniques et des hôpitaux. Donc, le gouvernement propose des ressources telles que Programme Accompagnement Québec, qui nécessite un certificat de sélection et un certificat d'acceptation. Ce programme offre un accompagnement personnalisé. Un agent de la MIFI du ministère de l'Immigration accompagne une nouvelle arrivant dans une évaluation précise de ses besoins, prépare un plan d'action individualisé et le dirige vers des services d'organismes partenaires au ministère. Pour ce qui est des réfugiés parrainés, ils bénéficient aussi d'un suivi par un agent de la MIFI à différentes étapes de leur arrivée. Les organismes communautaires partenaires offrent un large éventail de services pour faciliter l'accueil, l'installation et l'intégration. On voit les ressources qu'offre le gouvernement pour mener à bien le processus d'immigration, mais par contre, dans certains cas, les conséquences du manque d'accès aux ressources peuvent être néfastes. Ouais, donc c'est un grand enjeu pour les Autochtones qui vivent dans les communautés les plus éloignées, ou les nations, par exemple les Inuits, les Atikamekw ou les Cris, où les ressources dont ceux de la santé sont beaucoup moins présentes. Donc, Jeanne, quelles sont exactement les conséquences du système de santé sur leur bien-être, sur le bien-être des Autochtones vivant en communauté? Ouais, donc l'état de santé des Autochtones en ce moment au Canada est notablement différent de celui des non-Autochtones, comme le démontrent nombreuses études et enquêtes. Donc, les disparités de santé se manifestent à travers plusieurs aspects, tels que l'insécurité alimentaire, le diabète, la santé mentale, et tout ça a des conséquences vraiment sur l'espérance de vie. Selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, donc le SCC, 26% des Premières Nations au Québec ont déclaré avoir un état de santé passable ou mauvais, contre seulement 10,3% des non-autochtones. Donc, les Inuits en particulier ont un problème plus fréquent d'insécurité alimentaire, probablement dû à leur emplacement géographique plus au nord, avec 26% présentant un niveau faible et 13,1% présentant un niveau très faible de sécurité alimentaire en 2012. Donc, on reviendra un peu sur ça durant le deuxième aspect. Les taux de suicide sont également alarmants dans les communautés autochtones, avec un taux 3 fois plus élevé que chez les non-autochtones. Donc, dans l'enquête menée par la Commission royale sur les peuples autochtones qui a révélé que les jeunes de 10 à 19 ans, ils sont vraiment 5 à 6 fois plus susceptibles de se suicider que les jeunes blancs du même âge. Donc, un autre enjeu très prévalent est la cigarette, qui parmi les autochtones est très élevée, avec 53,5% des résidents qui fument tous les jours ou occasionnellement en 2018, comparé à seulement 18,7% des non-autochtones. Donc, la toxicomanie est presque 3 fois plus élevée dans les communautés. Ces disparités dans l'état de santé des Autochtones peuvent être résolues sans des mesures adéquates de prévention ou une amélioration de l'accès aux soins de santé, donc probablement plus de cliniques ou juste de centres d'aide. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences justement de ces problèmes sur l'espérance de vie des Autochtones? Ouais, donc comme j'ai mentionné, l'espérance de vie des Autochtones est nettement inférieure à celle du reste du Québec, en particulier chez les femmes, avec une différence de près de 10 ans. Donc pour les femmes du reste du Québec, c'est environ 82 ans, et pour les femmes autochtones, c'est 72. Il est également important de mentionner que les Autochtones sont plus susceptibles de souffrir de diabète, selon une étude en 2019, et je cite, In comparison to non-Indigenous adults, the prevalence of type 1 and type 2 diabetes combined is nearly 3 times greater for First Nations adults living on reserve. Donc, ça veut dire que le taux de diabète est 3 fois plus élevé pour les Autochtones qui vivent dans leur communauté. Je crois que vraiment l'accès aux soins de santé
est un défi pour de nombreuses communautés autochtones en raison de la distance, comme j'ai mentionné, au centre de santé et peut être une cause directe de la prévalence de presque tous ces problèmes. Donc, l'accès aux ressources socio-économiques est crucial pour la population autochtone du Québec, notamment en ce qui concerne les opportunités de travail. Et comment cela affecte-t-il leurs opportunités de travail exactement? Malheureusement, il a été démontré que les opportunités de travail sont souvent limitées pour les résidents qui vivent dans les communautés autochtones en raison de leur emplacement. Par contre, il y a des opportunités qui se trouvent là qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans le Québec. Par exemple, Hydro-Québec ou les compagnies minières qui se trouvent plus près des communautés. Donc, ils peuvent offrir des emplois et des opportunités aux Autochtones qui sont situés plus près. Mais ça suffit vraiment pas à combler les disparités d'emploi entre les Autochtones et le reste du Québec. Donc, le taux d'emploi chez les Autochtones est nettement plus bas que chez les non-Autochtones, ce qui se traduit également par un revenu plus faible. De plus, la qualité du logement des Autochtones est souvent précaire, avec de nombreux résidents vivant dans des logements délabrés ou surpeuplés. Cette situation est vraiment le reflet de la situation financière précaire de nombreuses familles autochtones. Donc encore, ça se trouve beaucoup dans les communautés qui se situent plus loin des centres urbains. Donc les Inuits, en général, ont beaucoup de problèmes de surpeuplement dans leur habitation. Il est important de prendre en compte le travail non rémunéré que certains Autochtones effectuent, tels que la pêche, la chasse ou la cueillette. Donc des activités qui sont productives, mais qui ne sont pas prises en compte par le gouvernement du Québec dans leurs statistiques. Malgré ces activités, de nombreuses disparités persistent en matière d'emploi, donc de revenus et tous les problèmes que j'ai mentionnés. C'est vraiment intéressant parce que pour les nouveaux arrivants également, les opportunités d'emploi sont assez difficiles. Notamment parce que l'obtention d'un emploi reste un défi en raison de la reconnaissance des diplômes étrangers. Les diplômés étrangers et les nouveaux arrivants éprouvent de la difficulté liée à l'absence de travail dans le pays d'accueil et à la non-reconnaissance de leurs qualifications. Cependant, les immigrants économiques sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences, mais les disparités persistent. Les statistiques montrent un déséquilibre dans l'accès à l'éducation supérieure entre les personnes issues des minorités visibles et celles qui ne le sont pas. Cette disparité peut s'expliquer à l'aide de plusieurs facteurs. D'abord, par le manque d'intégration, le déficit de réseaux professionnels et les barrières linguistiques. Ces obstacles ont un impact significatif sur l'employabilité des nouveaux arrivants. Nous allons maintenant discuter du système de justice au Québec et de la prévalence des Autochtones dans ce système. Ouais, donc la justice est vraiment un aspect crucial dans la compréhension de l'impact de l'accès aux ressources socio-économiques pour les Autochtones au Québec. Donc on a vraiment regardé le système de santé, les conséquences sur les opportunités de travail. Donc on remarque vraiment une surreprésentation des Autochtones dans le système de justice au Québec et beaucoup au Canada. Donc c'est vraiment une conséquence de ces enjeux que j'ai mentionnés. Ils sont plus souvent agresseurs, mais ils sont aussi beaucoup plus souvent victimes, avec des cas de victimisation plus élevés chez les femmes autochtones par rapport aux non-autochtones. Donc, par exemple, on entend beaucoup parler des femmes autochtones qui sont assassinées et qu'on n'a pas retrouvées parce qu'il y a peu d'enquêtes ou peu de ressources mises en place. Donc, les facteurs de risque en rapport avec le système de justice sont un bas niveau de scolarité, un faible revenu, un logement inadéquat et des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qui sont courants dans de nombreuses communautés autochtones. Ça ne veut pas dire que les Autochtones sont plus violents, mais justement que ces facteurs de risque, comme j'ai dit, augmentent la probabilité de criminalité dans leur communauté. Donc, ça se reflète vraiment dans un taux élevé d'incarcération, bien que les chiffres au Québec montrent une différence par rapport au Canada. Donc, au Québec, certaines nations autochtones gèrent leur propre système de justice. Donc, ils mettent eux-mêmes en place des mesures de prévention et des programmes de réhabilitation. Donc, par exemple, quelqu'un qui sort de prison, ils essaieront de lui donner un emploi ou une espèce de formation justement pour arriver à réintégrer dans la communauté. Par contre, c'est vraiment essentiel de reconnaître que les conditions de vie difficiles auxquelles font face les Autochtones aujourd'hui découlent en partie de l'héritage de la colonisation, notamment à travers les politiques mises en place par le Canada, telles que les pensionnats. La Commission royale sur les peuples autochtones en 1995 a dit, et je cite, « Le fait que les Autochtones aient été dépossédés de leurs terres
aient perdu le contrôle de leurs conditions de vie, aient vu leurs croyances et leur vie spirituelle anéanties et leur institution politique affaiblie, j'arrête de citer, ainsi que le racisme auquel ils ont fait place a mené à ces problèmes de santé physique, mentale et aux facteurs de risque qu'ils vivent jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois vraiment que ça relate grandement aux réalités vécues aujourd'hui par les immigrants de minorités visibles au Québec. Donc Shaina, est-ce que je pourrais nous parler des effets de la discrimination et du racisme systémique sur les nouveaux arrivants? Oui, bien sûr. Le processus d'intégration des nouveaux immigrants est entravé à cause de plusieurs obstacles, notamment le racisme systémique et les discriminations. De par sa définition, le racisme systémique est un ensemble de pratiques et de structures qui entraînent un traitement différentiel en fonction de la race et persiste dans de nombreux secteurs de la société québécoise, notamment dans l'emploi, la sécurité publique, l'éducation, la santé et le logement. Les personnes issues des minorités visibles rencontrent souvent des inégalités persistantes telles que un taux de chômage plus élevé, une sous-représentation des institutions publiques et privées, ainsi qu'un accès limité dans les logements abordables et de qualité. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est-à-dire la DCPDJ, recommande une approche intersectionnelle de la discrimination pour reconnaître les multiples systèmes d'oppression auxquels les minorités visibles sont confrontées. Cette approche prend en compte des facteurs tels que le racisme, le sexisme, le classisme, ainsi que des catégories individuelles telles que le genre, la race et la classe sociale. OK. Est-ce que tu pourrais nous présenter des pistes de solutions ou des actions déjà prises pour remédier à ces problèmes? Oui, bien sûr. Donc, pour y remédier, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes étrangers, la CDPDJ suggère de réviser le processus de sélection afin d'assurer un accès équitable au programme de formation. Et il est également recommandé d'entreprendre un nouveau processus de validation pour éliminer tout biais discriminatoire dans les critères de sélection et aussi d'évaluer objectivement les candidatures des diplômes étrangers. En ce qui concerne les discriminations systémiques, une plus grande ouverture des employeurs à l'égard des immigrants et des minorités visibles est nécessaire pour surmonter les barrières à l'intégration économique au Québec. Et justement, c'est en adoptant ces mesures qu'il sera possible de créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous les nouveaux arrivants, de manière à favoriser leur intégration dans la société québécoise. Ouais, donc je vois que la reconnaissance des diplômes et l'accès à un emploi est vraiment une grande difficulté pour les nouveaux arrivants. Pourrais-tu aussi nous parler du processus d'immigration au Québec ainsi que les situations vécues après leur arrivée? Oui, bien sûr. Donc, pour arriver dans une province, il faut la choisir, évidemment. Donc, le choix du Québec comme province d'immigration est souvent motivé par plusieurs facteurs. D'abord, il y a le système d'éducation, les opportunités d'emploi et aussi le faible taux de criminalité. En plus, il y a beaucoup de programmes sociaux destinés à aider les familles, des étudiants et des travailleurs en difficulté. Donc, on voit que le filet social du Québec est très attrayant pour beaucoup. En 2023, le nombre d'immigrants au Québec a considérablement augmenté avec 52 800 immigrants permanents et 174 200 migrants temporaires. En entendant parler de l'augmentation du nombre d'immigrants et du seuil d'immigration, il est important de mentionner que le seuil d'immigration permanente est de 50 000 au Québec et le gouvernement Legault veut le laisser comme ça pour les 2 prochaines années. Et aussi, le grand nombre d'immigrations est surtout lié aux migrants temporaires qui occupent une grande partie de l'immigration au Québec. Pour revenir au processus d'immigration, elle comprend 2 étapes pour les immigrants économiques. D'abord, ils doivent déposer une déclaration d'intérêt en ligne via la plateforme Arima, démontrant leur volonté de venir s'installer et leur adéquation aux besoins en main-d'œuvre du Québec. Ensuite, leur dossier doit répondre aux critères de la MIFI, donc du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, pour ensuite passer à la 2e étape. Une fois le profil accepté, les demandeurs doivent soumettre une demande de sélection permanente et payer des frais. Le coût de l'examen de dossier pour les demandeurs d'immigration économique est de 895 $, avec des frais supplémentaires pour les conjoints et les enfants à charge. Donc, ces frais sont payables en dollars canadiens, évidemment, dans les 30 jours suivant la demande. Le délai pour cette étape est d'environ 6 mois. Pour les demandeurs
pour les demandeurs d'asile, le processus comporte 5 étapes. Donc, d'abord, ils doivent remplir un formulaire, prouver qu'ils ont effectivement besoin d'une protection, donc qu'ils doivent être protégés. Ils doivent assister à une audience devant la section de la protection des réfugiés et éventuellement l'octroi du statut de personne à protéger. Et c'est ça. C'est ce qui constitue les 5 étapes du processus de demandeur d'asile. L'examen de leur dossier est gratuit et varie de 25 à 60 jours. Cependant, en général, l'obtention de la résidence permanente pour tout type d'immigrants peut varier entre 2 à 5 ans et même plus. Ouais, donc je remarque vraiment beaucoup de ressemblances entre la situation des Autochtones et des immigrants au Québec. La situation qui me ressort le plus pour les immigrants, c'est vraiment le délai de 6 mois, qui peut être beaucoup pour certains et pour presque tout le monde. Donc il faudrait peut-être remédier à ça. Et le problème en commun, je trouve vraiment, c'est les opportunités de travail. Même s'il y a des causes différentes, je pense qu'on pourrait trouver des pistes de solutions, ou juste des solutions en général, pour aider ces populations, ces minorités visibles, à trouver un travail qu'ils aiment. Ouais, bien dit. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a un certain point en commun entre les situations vécues par les nouveaux arrivants issus des minorités visibles et les autochtones. Ouais, donc entre les immigrants et les autochtones, on voit vraiment un problème en commun, les opportunités de travail. Même s'il y a des causes différentes, pour les autochtones, c'est vraiment leur distance par rapport au centre urbain. Donc, ils auront moins de chances d'avoir un emploi ici, à Montréal ou dans Québec, s'ils se situent vraiment dans leur communauté. Pour les immigrants, c'est un problème de la reconnaissance de leur diplôme qu'ils obtiennent dans leur pays d'origine. Donc, il faudrait vraiment mettre des mesures en place ou même trouver... Moi, je pense que c'est pas mal facile. C'est ça, un processus pour essayer... Peut-être même un examen ou un test pour essayer d'approuver. Mais pas nécessairement d'approuver, plus trouver un autre moyen pour reconnaître leur expérience. Exactement. Quoi. C'est ça. On propose parfois des mises à niveau, mais pour certains emplois, c'est pas toujours facile, notamment pour ceux qui étaient médecins dans leur pays. Et il faut qu'ils fassent d'autres années d'études pour se mettre à niveau au système canadien. Et il y en a juste qui cessent de professer dans le domaine médical et complètement changent de carrière. C'est ça, donc il faudrait vraiment essayer peut-être de faciliter le processus pour eux. Faire des mises à niveau un peu plus courtes ou juste reconnaître en général leur expérience s'ils arrivent, disons, avec des années d'expérience pour reconnaître ça. Donc, pour revenir à notre question d'équipe qui portait sur justement l'accessibilité des ressources qu'offre le gouvernement québécois, on voit à l'aide de ce balado qu'on vient de faire que il y a certains avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Ouais, donc vraiment dans le cas des Autochtones, on reconnaît qu'il manque un peu du système de santé, il manque de cliniques et d'hôpitaux dans beaucoup de communautés parce que des fois ils se situent loin entre eux. Donc par exemple, si tu habites dans une communauté mais tu te trouves toujours loin de l'autre où il y a un hôpital, tu es toujours loin d'un service de santé, peu importe. Et pour les nouveaux arrivants, on voit qu'il y a plusieurs ressources telles que Accompagnement Québec qui vient aider l'immigrant dans son processus dans le processus de demande d'immigration. C'est un jeu de mots. Aussi, il y a un agent de la MIFI qui l'accompagne, qui lui propose qui lui réfère à des organismes qui puissent l'aider ou quoi que ce soit. C'est très intéressant et c'est très bénéfique aussi, oui. Ouais, justement avoir quelqu'un, pas pour te guider, mais t'aider justement à t'intégrer au Québec parce que c'est vraiment probablement une différence dans la culture. Exactement. Donc t'aider à te guider à comment trouver un emploi, comment trouver une maison, comment trouver... peu importe ce dont tu as besoin, d'épicerie, n'importe quoi. Donc vraiment avoir quelqu'un pour te guider, c'est probablement vraiment bénéfique pour eux. Donc, cela conclut notre balado. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on passe avec.